Bonsoir à tous, je suis Bérénice Saliou, directrice artistique de l'Institut des cultures d'Islam. Je me mets là pour ne pas être devant mes invités. Et commissaire de l'exposition Silsila, le voyage des regards, dans le cadre duquel cette table ronde a lieu. Donc, Silsila, le voyage des regards, c'est une exposition qui interroge la question de la transmission, des regards, des représentations, avec des artistes qui, toutes et tous, vivent en France aujourd'hui. C'est une exposition qui avait vraiment vocation à poser un regard justement sur la création contemporaine aujourd'hui en France. Et j'ai rencontré un grand nombre d'artistes pour la construire, cette exposition. Et parmi ces rencontres, il y avait Wassila Arras, Embarka Amor et Dalila Daleas Bouzar qui sont avec nous ce soir. Et il y a eu de multiples discussions. Et parmi ces discussions, il y avait la question de la façon dont on se forgeait en tant qu'artiste, femme, aujourd'hui, ou parfois un petit peu avant, dans les années 90 aussi, 90-2000, et comment on affirmait sa carrière dans un environnement qui n'était pas toujours évident. Et c'était vraiment à partir de ces questionnements que je me suis dit que finalement, ça serait un sujet qui serait vraiment intéressant d'aller un petit peu creuser. Et c'est pourquoi nous sommes là ce soir. Et voilà, en très belle compagnie. Je remercie beaucoup Sonia Récassens qui nous fait le plaisir de modérer cette table ronde. Sonia est commissaire d'exposition, critique d'art. Voilà, elle s'intéresse en particulier aux questions de féminisme et ça me paraissait tout à fait approprié pour interroger les questions qui vont nous porter ce soir. Voilà, je vous remercie beaucoup d'être là. Je leur passe le micro et si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite très très chaleureusement à aller découvrir l'exposition qui est donc visible à l'Institut dans les 2 bâtiments jusqu'au 31 juillet. Merci. Bonsoir, merci pour votre présence, merci à l'équipe de ici, à Bérénice pour cette belle invitation et merci à Wassila, Embarka et Dalila de se prêter au jeu de cette table ronde et de cette discussion. Avant de commencer, je voulais faire une petite introduction pour mettre les pieds dans le plat et voilà, être au clair sur l'éléphant qui est au milieu de la pièce, à savoir qu'organiser un événement qui s'intitule Parcours d'artistes femmes, c'est être confronté à un dilemme, affirmer pour refuser la différence des sexes. Donc c'est un paradoxe qui a été largement étudié, décortiqué, analysé par l'historienne américaine Joanne Scott dans son ouvrage Citoyenne paradoxale, les féministes françaises et les droits de l'homme, publié en 98. Et donc dans cet ouvrage, elle analyse le dilemme du féminisme français, tiraillé depuis la Révolution en fait entre différence et égalité, se battre contre l'exclusion, tout et pour l'universalisme, tout en faisant appel, tout en affirmant cette différence des sexes que le féminisme tente d'éliminer. Et donc, pour paraphraser Olympe de Gouges, je n'ai que des paradoxes à offrir et non des problèmes faciles à résoudre. Donc nous embrassons pleinement ce paradoxe ce soir, double paradoxe puisque cette rencontre, cette table ronde réunit des artistes femmes, mais aussi des artistes femmes issues de l'immigration. Donc double paradoxe, double écueil de ghettoiser et d'essentialiser. Donc écueil que je vais tâcher d'éviter ce soir. Donc cette table ronde, comme l'a rappelé Bérénice, est organisée dans le cadre de l'exposition Silsila, le voyage des regards, qui réunit une douzaine d'artistes qui explorent et interrogent les notions de transmission et de représentation en lien avec une histoire personnelle qui s'inscrit dans un parcours migratoire. Et donc Embarka
Amor, tu présentes dans cette exposition la série Les Orientales, qui est présentée rue dans le bâtiment où nous sommes. Donc il s'agit d'une série de dessins aux motifs stylisés, issus d'emballages, d'objets de consommation provenant d'Afrique du Nord, donc boîte de henné, semoule, boîte de thé, etc., et qui viennent d'Afrique du Nord. Et alors tu t'es véritablement emparé de l'espace ici à l'Institut des cultures d'islam, et tu proposes une constellation exotique qui serait en train de se dilater, de fondre sous le poids des fantasmes d'un Orient créé par l'Occident, mais aussi par les silences de l'immigration, un silence et des non-dits que tu romps avec une pièce audio très sensible, très forte, où tu interroges pour la première fois ton père sur l'histoire de son émigration. Wassila, tu présentes également dans ce... J'aime bien ce chapeau me regarder avec des grands yeux. Oui, c'est pour vérifier que vous êtes bien réveillés et que vous suivez. Tu présentes l'installation Photos de famille, qui se compose de plusieurs dizaines de tapis orientaux, soigneusement collectés et détissés, dans un geste radical de mise à nu de la matière, qui est comme une façon, une tentative de remonter le fil d'une histoire personnelle, d'une histoire familiale, de renouer avec des gestes matrilinéaires et de dénouer les fils d'une double culture. Et Dalila, pour ta part, tu es rue Stephenson et tu présentes plusieurs tableaux de la série Autoportrait, réalisée entre 2015 et 2021, où tu te représentes le corps et le visage recouverts de peinture, telle une princesse guerrière prête à combattre et à renverser le patriarcat et l'impérialisme, et tu affirmes en fait la peinture comme un outil d'émancipation, et l'autoportrait aussi comme une expression et une affirmation de soi. Et il y a un rapport aussi au corps, le corps et la toile et le corps en fait finalement. Et donc pour commencer notre conversation, j'avais un peu envie de revenir aux origines, aux sources, et savoir comment vous étiez venu et pourquoi vous étiez venu cette idée saugrenue de devenir artiste et de faire des études d'art, et si ça a été facile de faire ces études. Est-ce que ça a été accessible? Est-ce que ça a été évident de rentrer dans une école d'art? Et quelle a été votre expérience aussi en école d'art, que ce soit au niveau des références qui vous étaient proposées? Parce que l'on sait que l'enseignement, jusqu'à il y a très peu de temps, en école d'art, mais aussi en histoire de l'art, est essentiellement ethno et phallocentré, mais aussi vis-à-vis du regard et de l'accompagnement qui a pu vous être proposé en école d'art. Et je voulais qu'on commence par toi, Mbarka, parce que tu as une expérience de l'école d'art en 2 temps. Donc du coup, avec un regard assez intéressant. Ouais, c'est bon. Oui, en fait, alors déjà en 2 temps, parce que effectivement récemment, c'est-à-dire l'année dernière, en septembre, j'ai eu mon master 2 à l'école des Beaux-Arts de Lyon, avec les félicitations du jury. Donc voilà. Et j'ai terminé. Enfin, j'ai 50 ans l'année dernière, donc voilà, j'étais super fière de moi, et puis surtout que c'était pas anodin cette histoire de l'avoir terminée. Là-bas, puisque effectivement j'y suis allée à 50 ans en étant artiste aussi. Donc je menais des études, pour avoir le master, et aussi j'étais artiste. Donc c'était très très bien. Si vous avez l'occasion de faire vos études à un certain âge, faites-le, parce que vous y allez aussi en étant avec un autre regard, une autre expérience de la vie. Et du coup, j'y suis allée en étant artiste, et donc je me suis approprié l'espace de l'école
Et j'ai mené une enquête rapidement, et l'enquête, elle était de chercher l'arabe, l'étudiant arabe, de la première à la 5e année. Et j'ai posé ça devant le jury. Voilà, j'ai posé, puisque l'examen rapidement, il se fait... Alors, je parle beaucoup moins, hein. Attention, hein, vous m'arrêtez. Hein. Mais en 30 minutes, on discute avec le jury, et ensuite, le jury se lève, et il va voir dans l'espace où on a fait un accrochage. On a accroché des œuvres, et on les emmène... Mais comme ce qui était bien, c'est que j'avais déjà accroché dans d'autres espaces, parce que c'est mon métier. Donc du coup, il y avait quelque chose d'assez professionnel là-dedans, même si j'en menais pas large. J'avais pris de l'homéopathie depuis 2 semaines. Enfin, j'étais hyper... Non, mais qu'est-ce que je... Oh là là, c'est pas possible. Mais du coup, j'ai plongé dans le truc et j'ai fait un accrochage comme si c'était une enquête. J'étais... la commissaire, enfin voilà, et du coup, je menais cette enquête de chercher cet arabe qui était absent dans l'école des Beaux-Arts de Lyon. Il se trouve l'année dernière, en 2021, il n'y avait pas un arabe, voilà, c'est comme ça. Donc du coup, il était peut-être assassin, meurtrier, absent, présent, et moi j'étais là aussi. Donc il y avait un truc comme ça, mais tout était très clair. Ils se sont bien marrés, et ça s'est terminé par un bon rap que j'ai fait aussi, voilà. Je suis pas rappeuse, mais j'ai fait un rap. Bon voilà, donc là, master. Mais quand je suis au bac, et quand je demande au conseiller d'orientation que je veux faire de l'art, je dessinais, j'étais dans une option à art au lycée, et ben il se trouve que je savais pas que l'école des Beaux-Arts existait. Je viens de Vaux-en-Velin, la banlieue de Lyon, de parents immigrés tunisiens, 1957 pour mon papa, 1970 avec le regroupement familial pour ma mère. Donc, issu d'une famille de 8 enfants. Et l'art, ça n'existe pas chez moi. Enfin, voilà, mes parents ne m'emmènent pas voir des expositions. Je commence à y aller. Si, ma prof de 4e, alors là, une sorte de résilience, là, voilà, qui m'emmène au musée d'Orsay quand il vient d'ouvrir ici. Et je tombe sur le joueur de fifre de Manet. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Qui a fait ça? C'est quoi ce truc? C'était très, très émouvant. Et du coup, voilà, je suis restée avec ça et je lui ai dit, je veux faire ça, je veux faire ce qu'a fait ce monsieur. Et il m'a dit, tes parents ont de l'argent? Je lui ai dit, non, mes parents, ils n'ont pas d'argent, enfin, c'était clair. Et donc, du coup, il m'a dit, non, faut pas, tu vas les mettre dans, voilà, ça coûte très cher. Donc, ça s'est arrêté comme ça. Voilà pour moi. Et donc, du coup, je pense qu'il y avait aussi une sorte de se dire que les enfants de quartier et aussi peut-être les filles aussi, hein, il y avait une sorte de femme, on n'y a pas droit, quoi. C'est ça qu'on n'y a pas droit de dire comme ça, c'est pas vrai, c'est que c'est pas possible. Voilà. On a trop d'autres guerres à mener. Enfin, pour moi, hein, qui suis peut-être la plus âgée des 3, mais voilà comment ça s'est passé. Mais c'était un aspect intéressant de la série d'entretiens vidéo avec des artistes réalisés par Julie Crène et Pascal Lièvre, qui s'intitule Her Story et qui est disponible sur YouTube. Et un des aspects, donc le propos de ces entretiens, c'était d'interroger les artistes sur leur expérience de discrimination sexuelle, raciale, de genre, etc. Mais un des points qui revenait pour les étudiants qui avaient fait des écoles d'art, c'était quand même l'expérience des différences de classe sociale. Contrairement à des étudiants, des artistes qui avaient fait leurs études à l'université, ça revenait beaucoup moins, en fait, cette question de différence de classe sociale qui était beaucoup plus frappante en école d'art. Donc c'est aussi voilà, les discriminations, voilà, les champs de possibilités de discrimination sont larges. Donc c'est aussi un aspect. Donc je sais pas, peut-être que tu as rencontré Alors Dalila. Bonsoir à tous. On m'entend ou pas là? Alors, pour répondre à ta question de l'idée saugrenue qui nous est venue de faire de l'art, moi je dirais que l'art, je sens que l'art, ça provient essentiellement d'une nécessité que chaque individu va ressentir ou pas, ou va rencontrer dans sa vie une opportunité d'avoir cette nécessité, et que la réponse, comment l'art vient, elle vient par nécessité, c'est-à-dire que ça s'impose. Et à un moment donné, il y a des gens qui se posent la question comment j'ai envie de m'investir
dans la vie. C'est quoi la vie et de quelle manière est-ce que je vais m'investir mon être dans cette vie, ou est-ce que je vais juste survivre en travaillant, en mangeant, voilà. Donc moi, c'est vrai que très jeune, assez tôt dans ma vie d'adulte, j'avais envie de m'engager dans la vie d'une manière active et de sentir que je vivais, que mon être intellectuel, de faire quelque chose, de vraiment faire. Et l'art, ça a été la réponse à ce désir profond d'être active. Et donc c'était aussi une histoire de rencontre, parce que moi j'ai un cursus universitaire, j'ai une licence de biologie, donc c'est plutôt ça qui a été un peu où je me suis laissée un peu emporter dans ce cursus. Et l'art, ça a été un véritable choix. Et l'expérience de l'école des Beaux-Arts, moi je suis allée aux Beaux-Arts donc de Paris, pas parce que j'espérais trouver un enseignement ou quelque chose là-bas, parce que j'avais besoin d'un atelier, d'un espace pour travailler et commencer cette expérimentation de l'art. Et les Beaux-Arts de Paris offraient ça. Il y avait des grands ateliers partagés. Et donc, c'est ça qui m'intéressait. Donc, en fait, j'attendais rien du tout de l'école des Beaux-Arts. Et je pense qu'il n'y a rien à attendre des écoles des Beaux-Arts. C'est une institution qui est en faillite, qui est obsolète et qui ne remplit pas sa mission à tout point de vue. Donc, évidemment, on est dans une société patriarcale et profondément injuste à plein de niveaux. Et donc, les institutions en général, qui sont des bras de l'État, ne remplissent pas leur mission. Et la discrimination, elle existe à tous les niveaux. Et je pense que la première, c'est vraiment au niveau social. Après, que ça nous touche, nous, parce qu'on est issus d'une histoire de l'immigration, c'est évident. Et on voit très bien au niveau politique comment la France, l'État français, n'a pas pris le tournant de réfléchir à ce qu'est la colonisation et la décolonisation. Elle est en retard de 30 ans ou je ne sais pas combien sur les autres pays. Et donc, on peut pas. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'institutions qui sont les bras de cet État? Je pense qu'il n'y a rien à attendre. Donc, je pense que moi, mon attitude, ça a été d'ignorer ces faits et de faire ce que je voulais, presque d'une manière en me disant non, il se passe rien, enfin assez innocemment, sans tenir compte de références et tout. Et je dirais que la force que ça m'a donné, c'est ça m'a donné la liberté de faire ce que je veux encore plus que si j'avais eu quelqu'un qui allait me guider vraiment. Alors bien sûr, ça met plus de temps parce qu'on met plus de temps à apprendre, mais étant donné que moi je fais de la peinture et qu'au Beaux-Arts il n'y a plus d'enseignement de la peinture, donc de toute façon on est autodidacte, donc on apprend surtout avec les autres étudiants, et il y a des très bons peintres qui sortent quand même des Beaux-Arts. Mais c'est vrai que moi aujourd'hui je suis plus dans une attitude où je veux pas me positionner par rapport. Évidemment, mon travail tourne beaucoup. Je retourne régulièrement en Algérie. Mon travail tourne beaucoup autour de l'histoire aussi. Et ça, c'est normal parce que c'est des choses qui me touchent, qui me font réfléchir. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il faut se focaliser d'abord, avant tout, sur le travail de l'artiste et qu'est-ce qu'il apporte et quelle nouveauté, quelle liberté il va déployer. Mais du coup, tu arrives aussi en école d'art avec une certaine maturité, parce que tu arrives en école d'art pas juste après ton bac, donc déjà avec aussi l'expérience de l'université, et donc avec peut-être un peu plus de recul vis-à-vis de cette fourmilière qui est l'école des Beaux-Arts, et du coup en sachant aussi ce que tu veux, c'est-à-dire que ouais, tout à fait. L'école des Beaux-Arts, j'étais un peu comme une ethnologue qui observait ce qui se passait dans ce lieu. Ça m'a plutôt éveillée au féminisme. C'est-à-dire, bien sûr, j'étais féministe aussi avant, mais là, c'est devenu évident. Il y avait quelque chose de tellement caricatural que je me suis dit, là, il y a un truc bizarre, quoi. Donc c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la condition des femmes. J'ai lu Simone de Beauvoir, par exemple,
Et voilà. Et là, je me suis vraiment rendu compte que c'était très actuel. Et l'école des beaux-arts, c'était vraiment une caricature. C'est des choses que j'avais jamais vues ni à l'université, ni dans d'autres lieux. Et du coup, est-ce que tu peux donner des exemples en fait pour comprendre comment ça se matérialisait en fait cette caricature du patriarcal? Ouais, moi, je viens d'Algérie, et donc en Algérie, on peut pas dire qu'il y a la condition des femmes, elle est aussi particulière, mais c'est pas c'est pas aussi caricatural qu'en France. C'est-à-dire, c'est plus structurel parce qu'il y a des espaces déterminés pour l'un ou l'autre sexe, des fonctions déterminées. Mais en France, ce qui est un peu scandaleux, je dirais, c'est que la France n'arrête pas de déclamer qu'elle est le pays des droits de l'homme, un pays génial et tout ça. Enfin, il y a un marketing monstre autour de ça. Et en même temps, il y a ce patriarcat qui prend des formes qui sont aussi structurelles, mais qui sont plus machistes, dans le sens où il y a vraiment une déconsidération de la femme, alors que la femme n'est plus dans ces espaces réservés. Donc, elle pourrait avoir les mêmes fonctions, les mêmes prérogatives que les hommes, mais ils arrivent quand même à la maintenir en dessous ses prérogatives par un machisme et puis une solidarité entre eux et tout. Et c'est vrai qu'aux Beaux-Arts, c'était flagrant. Moi, j'étais dans un atelier où il y avait... où avant, quand je suis arrivée, c'était la génération qui commençait à s'ouvrir aux femmes, il y avait que des mecs. Et c'était vraiment la caricature du mec avec la bière à 11h. Mais aussi, quand ils nous regardaient, enfin, c'était plus dans la manière... Donc, dès qu'un mec faisait une peinture, tout le monde était en extase. Et donc il y avait une considération appuyée envers tout ce que les hommes pouvaient produire, et puis une indifférence ou un petit sourire où les femmes, bon, c'était là pour être jolies et tout ça. Voilà, j'irai pas plus là, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais jamais vu nulle part avant. Du coup, Wassila, tu es la cadette de cette discussion et tu as été diplômée en 2018 de l'ENSA de Reims. Et donc toi aussi, voilà, comment t'es venue cette idée saugrenue de devenir artiste et voilà, quel a été ton parcours? Est-ce que ça a été facile et évident de rentrer en école d'art et de poursuivre des études et est-ce que voilà, toi aussi avec ce recul, puisqu'il y a des différences de génération, est-ce que finalement, voilà, aujourd'hui tu as aussi quand même perçu une certaine voilà, certaines discriminations, en tout cas certains préjugés ou certains stéréotypes quant à ta pratique et ton parcours. Oui, moi, c'est arrivé à la fois très tôt et très tard. Mon lancement, mon jet en art, en fait, ça a commencé par des petites voix, des petits gestes. À la maison, il n'y avait pas. On n'allait pas, on connaissait. Enfin, l'art n'était pas présent ou c'était de l'art très artisanal qui était présent à la maison. Mais exposition, le mot exposition, je l'ai découvert pendant mon adolescence. Des petites voix, ça a été mon prof d'art plastique au collège qui décelait quelque chose en moi et qui me tenait en cours, extra-cours d'art plastique et qui me mettait en confiance. Et petit à petit, en fait, dans mon éducation scolaire aussi, dans mon éducation scolaire, c'était une des seules matières qui me mettait en confiance. J'ai fait un parcours scientifique où j'écoutais d'autres voix, mais j'étais pas en confiance. Et je l'ai regagné. Et en fait, petit à petit, je me suis dirigée vers l'art, tout en essayant d'informer avec le peu d'informations que j'avais pour qu'on me laisse le faire. Et donc ça a été beaucoup d'obstacles où j'ai aussi dû m'inscrire dans des trucs en parallèle pour rassurer en fait. Et moi c'était comme en moi je me disais on va voir. Et donc du coup en même temps qu'une prépa art, je m'étais inscrite en licence de lettres appliquées et en fait je faisais les deux en même temps et je me rendais compte que j'étais plus à l'aise sur un tabouret d'atelier qu'en amphithéâtre.
Ensuite vient la première année qui a été très dure pour moi. Une première année en école d'art où on demande à un élève d'être bon partout. Moi, en fait, ça a été très dur dans la question d'adaptabilité parce que c'était la première fois de ma vie que je me retrouvais dans un établissement très blanc. Et j'avais, je sais pas si c'est un repère, mais c'était, on me comprenait pas et on avait besoin de me caser. Et on me laissait pas faire ce que je voulais aussi. Il y avait un truc dans cette première année où j'ai dégagé ça, donc je devais faire ça. Et donc j'étais tout le temps dans la contradiction, ce qui me rajoutait dans des obstacles, parce que aujourd'hui, après 10 ans de première année, je me dis, en fait, la première année, il faut plaire aux gens. Et moi, j'ai pas comme ça. Moi, je souhaite pas plaire aux gens. Je pense que et l'envie d'aller en école d'art aussi est venue par dans mon adolescence, à la moitié du lycée où j'étais beaucoup dans des questions d'histoire. J'étais passionnée d'histoire. Mon père commençait à parler un peu de certains témoignages de sa vie avant qu'il nous ait. Et je me rendais compte qu'en fait, plus on parlait, plus j'étais avec lui, plus je me rendais compte que c'était une génération qui parlait pas. Et j'étais à un âge où j'avais pas confiance en moi. Je me disais, je pourrais jamais écrire de livre parce que j'ai pas des bonnes notes quand j'écris. Et je me suis dit, peut-être c'est la matière, un truc. Enfin, j'étais là, la matière, ça va peut-être parler. Et c'est comme ça, petit à petit, que je me suis lancée en art. Même en deuxième année, j'avais toujours pas confiance en moi. J'avais pas choisi le département artistique. J'avais choisi le département du design graphique parce que ça rassurait. Et ça rassurait qui? Ça rassurait tes parents? Ça rassurait les professeurs? Ça rassurait la famille. Parce que pour ma mère, par exemple, elle savait pas ce que c'était design graphique. Et elle savait que c'était sur un ordinateur. Et en fait, sur un ordinateur, après, il y a un bureau, après l'école, et il y a un salaire. Mais moi, je savais que aussi à l'école, les design graphiques, c'était plutôt dans un studio. Et après, on est un peu dans un même panier après le DNSEP. Et donc après, moi, c'était un secteur aussi où j'étais très catégorisée. J'avais une double étiquette. En fait, j'avais l'étiquette de, en fait, faut que t'ailles en art. Nous, on ne voulait pas ici. Et le fait que mes questions rentraient pas dans certains codes de l'éducation du design graphique. Et moi, j'avais des questions, justement, en fait, je voulais développer des questions sur les nouvelles vagues, les vagues, mon histoire, en fait, et j'avais pas de référence dans le design. En fait, mes professeurs aussi ne me donnaient pas de référence dans mon secteur de recherche. Donc, et les références qu'on avait en design graphique, c'était beaucoup de références d'hommes blancs. Et donc, moi, je me sentais pas concernée, et après, je suis allée en art, et moi, du coup, ma recherche, elle était là dès le début. Et j'ai pu la développer après jusqu'à la fin de mon master et encore aujourd'hui. Et du coup, finalement, en cherchant et en trouvant toi-même tes références. Exactement, puisque j'avais des profs très ouverts aussi en art. Mais je tournais souvent autour des mêmes références, des artistes qui sont nés dans les années 60 et des grands artistes. Mais j'avais besoin aussi d'artistes qui étaient proches, peut-être une ou deux générations au-dessus de la mienne. Et après, c'est des références que j'ai trouvées par moi-même. Comme Bader Alamami, comme Sabrina Belloir, comme Oussama Touati. Et en fait, c'était par curiosité à chaque fois. En fait, moi-même, j'allais aussi dans des bibliographies, dans des revues méditerranéennes, africaines et aussi afro-américaines. L'échange, il était plus proche aussi de mon âge pour des questions afro-américaines,
que pour des questions nord-africaines. Et je sentais aussi peut-être une petite distance avec ma recherche, mais moi ça m'a donné aussi une certaine force parce qu'en étant en fait aussi les cours généraux où il y avait les cours avec tout le monde, c'était assez pertinent, mais moi ça m'aidait pas dans ma recherche. J'ai appris beaucoup sur l'histoire de l'art et en fait, moi, le fait d'être aussi comme ça m'a donné cette force, en fait, de me construire et de me dire, en fait, à l'école, ça se passe comme ça, mais dans 5 ans, il n'y a plus l'école. Et je vais être peut-être toute seule dans un atelier ou je vais être toute seule dans la vie. Et parce qu'aussi, j'étais pas sûre que j'allais avoir un atelier juste après l'école, ça me faisait peur, cette question-là. Et en fait, d'être comme ça, de considérer aussi son atelier de l'école comme son atelier d'artiste, l'équipe pédagogique, j'avais pas besoin de l'avoir toutes les semaines en fait. Ouais, du coup, vous avez un peu ça en commun avec Dalila, de ce besoin d'avoir un espace finalement pour créer, quoi, d'avoir un atelier, d'être assez autonome, voilà, de finalement pas tant attendre quelque chose de l'école, prendre ce qu'il y a à apprendre, mais finalement d'être autonome dans la pratique, mais aussi dans la recherche. Merci beaucoup. Du coup, je voulais qu'on s'intéresse aussi à votre rapport au médium. Du coup, pour Dalila, tu as cette pratique de la peinture et qui est assez intéressante parce que la peinture a été déclarée morte à plusieurs reprises dans l'histoire de l'art, mais en France particulièrement. Alors, il y a un engouement aujourd'hui pour ce médium. Il y a moult d'expositions qui mettent à l'honneur ce médium, mais il y a 10, 15 ou 20 ans, ce n'était absolument pas le cas et pratiquer la peinture était considéré comme absurde, en fait. Donc il y a d'abord cette première difficulté, la peinture est morte, donc faire de la peinture c'est absurde. Et l'autre difficulté, c'est que la peinture est dominée par une histoire d'hommes de génie. Et en effet, la peinture est une pratique éminemment masculine, où les artistes femmes ont eu beaucoup de difficultés à s'imposer, particulièrement en école d'art. Pour les Beaux-Arts de Paris, il faut attendre 2000 pour qu'il y ait la première artiste femme nommée professeure à l'atelier de peinture. Donc il s'agit en l'occurrence de Sylvie Fanchon. Et petite anecdote, mais que je trouve très marquante, et puis surtout que c'était un récit donc, de l'artiste Ghada Amer, artiste d'origine égyptienne qui a fait ses études en France et qui a été, contrairement à la France, a été accueilli à bras ouverts par les États-Unis puisqu'ils lui ont offert un visa pour personnes d'exception. Et voilà, en France, elle galérait, elle devait toujours renouveler sa carte de séjour, etc. Et voilà, Ghada Amer est aujourd'hui une artiste éminemment importante de la scène artistique contemporaine. Dans nos collections publiques, nous avons 2 œuvres de Ghada Amer. Pourtant, elle a fait ses études en France. Et elle raconte dans une monographie, dans un entretien avec Maura Riley, grande commissaire d'exposition américaine, donc publié pour un catalogue d'exposition de je ne sais plus quelle grande institution américaine. Et elle raconte son passage à la Villa Arson, et où elle dit que clairement, en fait, on lui fait comprendre que la peinture, c'est pas pour elle, en fait. La peinture, c'est un truc de mec. Et que donc, elle, ça lui donne envie, en fait, du coup, d'attaquer la toile de la toile avec une aiguille. Voilà, il se dit, tiens, moi, je vais y aller avec un truc typiquement féminin, et cette toile-là, je vais la percer, en fait. Vu qu'on veut pas de moi, je vais aller la coloniser avec du fil et une aiguille. Mais du coup, il y a cette double difficulté pour la peinture, à la fois cette déconsidération, en tout cas, du marché de l'art, des institutions, de la critique,
mais aussi cet aspect très viriliste de la peinture. Donc je voulais savoir comment toi du coup est née et s'est développée cette pratique de la peinture. Alors, je sais que c'était du coup en dehors de nos frontières, mais comment s'est fait du coup le retour dans nos frontières et voilà, comment a pu se développer malgré ces difficultés ta pratique? Je pense que moi j'ai la chance d'avoir un caractère où je supporte pas qu'on me donne une place. Donc à partir du moment où on me dit tu te mets là, ben, je vais aller de l'autre côté. Alors des fois c'est débile parce que donc déjà d'avoir je pense qu'il c'est aussi beaucoup une question de caractère parce qu'il y a aussi le fait d'obéir ou pas. Hein. Si on te dit ça, c'est pas ça que tu dois faire, c'est ça que tu dois faire, etc. Tu peux aussi désobéir. Tu n'es pas obligé de te soumettre à tout ce qu'on te dit. Hein. Et ensuite, il y a de la persévérance et puis pareil, je reviens à ce que j'ai dit au départ, mais finalement, la vie passe vite et tu fais ce que tu as décidé de faire malgré tout un environnement qui ne répond pas à ton désir, parce que moi, j'avais quand même un désir de reconnaissance très fort. Hein. Donc, je me suis pas non plus résignée à me dire je vais faire ça dans mon coin et c'est pas grave si je suis jamais reconnue. Non, j'ai envie d'être reconnue. J'ai envie d'être reconnue par mes pairs. J'ai envie d'avoir une vie intellectuelle, de participer à la vie intellectuelle. Je veux gagner de l'argent avec mon travail. Voilà, j'avais ce désir-là, donc qui peut être frustré. Et en même temps, je me disais, je suis aussi en formation parce qu'on ne devient pas peintre comme ça. C'est pas parce qu'on a envie d'être peintre que pouf. Donc c'est un médium qui prend beaucoup de temps à être développé, à trouver son écriture à soi dans la peinture. Donc c'est aussi, je me suis aussi laissé le temps de développer ça, de tâtonner pour aussi connaître quelle a été ma pratique de la peinture. Et après, j'avais cette indifférence à cet environnement hostile, que ça vienne des institutions. Et je pense qu'après, c'est une question de détermination. Hein. C'est-à-dire, moi, j'ai plutôt confiance dans... par exemple, je me dis, c'est vrai que les collectionneurs, il y a beaucoup de collectionneurs hommes, ils achètent plutôt des hommes. Mais je me dis, non, je suis sûre qu'il y a plein de collectionneuses femmes ou de collectionneurs hommes qui vont avoir envie d'esprit indépendant, qui sont pas... Enfin, faut croire aussi que tous les gens sont pas complètement... Il y a beaucoup de gens qui ont leur propre liberté de changer aussi le cours des choses, des esprits libres, et ils existent, ils sont en action, que ce soit dans le marché de l'art ou ailleurs. Et moi, je crois à ces rencontres-là en me disant, c'est une question de temps, ça va arriver parce que tu vas faire les bonnes rencontres, tu vas trouver Pareil, mon travail je pense qu'il a mis du temps à venir, à que les gens s'habituent à cette nouvelle forme et tout ça, parce que c'est vrai que je fais pas des choses spécialement jolies ou décoratives, et on n'a pas spécialement, ce que je peux comprendre, des fois on n'a pas spécialement envie d'avoir ça dans le salon, ou ça va pas avec la couleur du canapé et tout. Mais je me dis, il faut aussi laisser le temps, que c'est comme une rencontre. Des fois, ça demande du temps. Je trouve l'art, c'est quelque chose qui se côtoie, c'est-à-dire une œuvre d'art. Des fois, on peut pas prendre la mesure de l'œuvre d'un coup comme ça. Il faut le revoir plusieurs fois. Faut tourner, faut revenir, faut rencontrer. Et donc, ça se côtoie. On vit avec l'art, et en vivant avec, on commence à s'y habituer. C'est des nouvelles formes qui arrivent et qui nous parlent. Et c'est ça l'ouverture, parce que justement, ça peut amener une ouverture d'esprit aussi. Donc voilà, mais là, je vois que les choses sont en train de changer aussi. Moi, c'est vrai que je travaille avec une galeriste qui a aussi fait le choix du territoire africain. Donc c'est un choix très fort, un engagement. Et c'est vrai que dès le départ, en sortant des Beaux-Arts, j'ai fait ce choix aussi de revenir à l'Afrique.
Et ça, c'était, je pense, un choix politique par rapport à mes origines et tout, mais sans savoir qu'est-ce que ça allait avoir comme conséquence. Mais maintenant, je fais un revirement en disant, ok, je suis revenue à l'Afrique, j'ai eu la chance de rencontrer aussi cette galeriste, mais mon background d'artiste, il est européen. Il est européen, et c'est pour ça que j'ai choisi la peinture. J'ai choisi la peinture parce que c'est ça qui m'a fait rentrer dans l'art, et c'était la peinture européenne. Et donc là, j'ai envie de réaffirmer que mon territoire, c'est aussi l'Europe. Ma filiation d'artiste, elle est dans la filiation de l'art occidental. Et ça, c'est une revendication. Et pour aller plus loin, je dirais qu'en fait, toutes ces frontières, elles n'ont pas lieu d'exister. C'est-à-dire, le territoire de l'art ne s'arrête pas à l'Europe. C'est pas parce que tu viens d'Afrique que tu dois faire des trucs typiquement africains ou des nouveaux médias comme la vidéo, etc. Non, tu peux, toutes les histoires de l'art qui existent, elles sont à toi, elles sont à tout le monde. Et donc, on peut se revendiquer de n'importe quel... Voilà, donc ça, c'est mon attitude par rapport à la peinture. Et je trouve la peinture, c'est puissant parce que la peinture, c'est ce qui structure notre imagination, nos représentations. Et dans l'histoire de l'humanité, c'est la première des représentations. Et en plus de ça, la représentation, c'est une histoire de pouvoir. Et donc, quand on s'intéresse aux dominations et comment justement comprendre ces structures de domination, comment faire pour sortir de là, etc., c'est fondamental de s'intéresser à l'histoire des représentations et de retourner à la source de la représentation qui est la peinture. Donc c'est pour ça que j'ai découvert en 2016, quand j'ai fait la série Princesse, de la force de la peinture, parce qu'elle revient à la source. Et je trouve qu'il faut revenir à la source pour justement travailler dans les fondations. On reparlera de la série des princesses. Mbarka, tu affirmes le dessin est pour moi la première étape avant de s'étendre vers d'autres dimensions, la vidéo, la performance, l'installation, l'écriture, le chant. Donc tu es performeuse, vidéaste, plasticienne, donc tu as une formation d'actrice avec la compagnie du Théâtre du Soleil, donc tu as une pratique artistique protéiforme, mais avec pour fil rouge, comme point de départ, le dessin, et comme fil rouge, un questionnement du corps, et du corps dans sa vulnérabilité. Donc, je voulais que tu nous en dises un peu plus sur ce rapport-là en fait, entre les médiums. Je reviendrai juste sur ce qu'a dit Dalila. On en reparlera aussi tout à l'heure, quand on ira manger ensemble. Non, parce qu'en fait, ça va être long. Parce que, en fait, je crois que c'est quand tu dis que il suffit d'y croire, enfin, quand tu veux pas. C'est une histoire de choix, c'est-à-dire que on te dit d'être là, et puis si tu veux pas, et tu peux t'en aller. D'accord ? Je crois que c'est beaucoup plus complexe, mais on en reparlera. Il me semble qu'il y a des choses, il y a des forces des fois qui t'écrasent. Et dans l'histoire des artistes immigrés, enfin d'histoire de l'immigration, en tant que, par exemple, moi, femme, on parle des femmes depuis tout à l'heure. Après, je reviendrai sur mon médium et tout ça, mais... Non, mais j'ai bien compris que ma question ne t'intéressait pas du tout. Voilà. Alors, du coup, l'histoire des femmes, et en fait, moi, il se trouve qu'au 4e étage de mon HLM à Bois-en-Velin, il y avait des forces très importantes parce que j'avais un corps de femme, et dans ce F5, il fallait que je sois tous les jours très forte pour dire non déjà à mes parents qui voulaient faire de moi cette femme que je ne suis pas maintenant. Mais c'était déjà une guerre, quoi. Voilà, il y avait déjà la guerre dans cet espace-là. On se prend pas mal de claques et tout. Et du coup, je me suis dit, waouh, j'ai cette force-là. Enfin, parce que je devais me marier avec un type que je connaissais pas. Enfin, une sorte de tradition comme ça. Et quand tous les jours on dit non, voilà. Et c'est là où le dessin est arrivé. Il s'est trouvé que cette force à dire non, en parallèle, le dessin. Donc il y a cette prof, j'en étais à la prof de 4e, vous vous rappelez ? Donc là, je la rencontre, Mme Keza, et elle me donne des feuilles,
elle me donne des outils. Elle voit qu'il y a rien à la maison, et donc du coup, et surtout, je produis et je lui donne. Et il y a des yeux pour regarder. C'est super important ça, ces yeux-là. Et elle me dit, alors peut-être que c'était moche, je sais pas, en tout cas, elle me porte quoi. Elle porte un truc. Et il se trouve que je lis depuis très longtemps. Voilà, il y a les livres. Et les livres, c'est le service public. C'est la bibliothèque municipale en bas de chez moi. Bien sûr, il n'y avait pas de livre chez moi. Hein. Mes parents étant ici, ils étaient très analphabètes dans leur propre langue. Enfin, ils ne savent ni lire ni écrire dans leur propre langue. Ils ne savaient, ils sont morts. Et ni dans la langue française. Par contre, ils étaient pleins d'histoires, c'est des conteurs, quoi. Et ma mère était chanteuse dans les mariages. Voilà. Donc voilà. Et donc du coup, je dessine. Et il se trouve qu'après, je rentre au lycée. Et au lycée, il y a ce qu'on appelait, vous savez, peut-être une génération, c'était le parcours, il y avait la section A3. Et la section A3, c'était philo et arts plastiques. Et donc, c'était ce qu'on appelle la spécialisation lourde maintenant en arts plastiques, où j'ai jamais pu rentrer. Je suis rentrée parce que je me suis fait tous mes potes là-bas. Et il y avait un groupe de punk. Et il se trouve que je tombe totalement amoureuse de cette musique, qui répond énormément à ce que je vis à Vaux-en-Velin, avec le monde ouvrier, le punk Liverpool, enfin voilà, et qui sont le punk est une manifestation contre le pouvoir. Et donc ils ont besoin ils trouvent mes dessins super pour les fanzines. Vous savez, pour annoncer le concert et aller les couler à la Croix-Rousse, partout, à l'Opéra, enfin à Lyon. Et donc voilà, c'est comme ça que le dessin arrive. Et donc je dessine énormément. Et là je me dis, j'aimerais bien faire ça toute ma vie, être une ouvrière du dessin. Il y a un groupe qui arrive, comme les pochettes de disques, quoi. Voilà, c'était ça mon métier. Je voulais faire ça en fait. Et il s'est trouvé que maintenant, il y a eu du chemin. Mais donc la littérature. Donc avant de dessiner, je lis. Et je lis. Et je me dis, déjà c'est mort, je serais jamais écrivain parce que genre je tombe sur un beau, je dis bon ouais. Mais par contre, voilà. Après, mais par contre c'est la littérature qui me porte à la base. Et donc j'ai écrit. Et puis c'est pas le moment de parler de ça, mais il y a la honte aussi, l'histoire de la honte, c'est très important. Alors, je sais pas, moi, au quartier, on disait la chouma, t'as la honte tout le temps, la honte, ce mot honte, et puis c'est même après honte d'être immigré, d'être tunisien, d'avoir la peau noire, d'avoir les cheveux frisés, voilà, t'as une sorte de tension comme ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus complexe que de dire non, on est écrasé par des injonctions tous les jours à être autre chose que ce qu'on est. Et du coup, voilà. Après, donc le dessin, et rapidement, il y a l'écriture. Et à l'atelier, j'écris et je dessine. Et rapidement, j'ai l'impression que le dessin, il doit s'ériger comme un volume. Il veut se lever, quoi. Et du coup, ça devient énormément de la vidéo. Et la vidéo, ça vient, ce que tu disais tout à l'heure, dans la culture américaine. Il n'y a pas de livre ni de peinture ni à la maison, mais il y a la télé. Et la télé trône et est allumée tous les jours, et on est envahi de culture américaine avec des feuilletons. Donc je regarde énormément ça. Et il y a une figure qui arrive rapidement chez moi, Michael Jackson. Voilà. Donc et j'en suis fan. Je gagne des concours parce que je l'imite. Devant mon miroir, mes sœurs, voilà, et il y a toute ma famille, tout le monde est dedans. Ah ouais, Michael Jackson, je crois que ça a été. Et je gagne des concours. Hein. Je suis voilà, et je connais ses chansons, je connais les chorégraphies, je connais tout. Tu veux pas le rajouter sur ton CV? Je crois pas que c'est. Non, ça n'a pas existé. Mais chez Ariane Mouchkine, je dois rentrer aux Têtes du Soleil et je fais une impro et je fais Billie Jean. Donc elle est morte. Elle m'a dit c'est bon, du coup voilà. Mais mais bon, je m'en souviens plus. Mais en tout cas, ça a été une figure très importante et une figure d'émancipation à la maison, au 4e étage, parce que même ma mère l'adore, alors qu'il a quand même des mouvements très très érotiques, charnels. Et c'est bon, ça passe.
Voilà, et du coup, il est là, et il est tout le temps là, je crois. Et ça passe voilà. qu'il fait pas des bisous. C'est surtout les bisous et la nudité qui posent problème. Ouais, Après, mais... il a juste le déhanché. Ça Ouais, va. ouais. Bah, je sais pas, Michael Jackson, il passait, Prince, censuré. Censuré. Trop Enfin, un sensuel, jour, Prince, trop ouais, sensuel. ouais, ouais, avec le micro qui se balance, là, c'est la massive. Voilà, en tout cas, voilà comment ça se passe. C'est protéiforme, mais j'ai l'impression que ce que tu dis aussi d'ailleurs, quand on a fait le Zoom, là, que tu as parlé de force, je crois qu'à un moment donné, ces médiums, ils arrivent, c'est pas que on pourrait penser que comment on appelle ça, que je me disperse mais pas du tout, pas du tout. À chaque fois, je propose une cohérence. Voilà, à la personne qui m'invite, je crois que c'est un peu ce qui s'est passé un peu avec Bérénice, c'est que j'essaie de proposer du sens et de la cohérence dans un monde peut-être où c'est difficile, quoi. Voilà, voilà. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport à cette complexité, en effet, que parfois c'est difficile de dire non et de résister aux injonctions, parce que ça rejoint aussi ce que tu disais, ça rassure. Et aussi ce qu'on se disait plus tôt dans la semaine, mais il faut pas déranger. Il faut pas déranger, il faut pas déranger la société, il faut pas faire peur, il faut rassurer les parents. Parce que mine de rien, les parents, ils ont fait un long voyage et ils se sont cassés le dos pour qu'on ait une meilleure vie qu'eux. Donc si on se lance dans des études un peu bizarres, un peu excentriques, déjà ça rassure pas du tout. Et oui, et après il y a aussi des injonctions quant au rôle d'une femme, qui en effet sont le mariage et les enfants. Donc ça demande une énergie, ça demande beaucoup de force, et peut-être que aussi face à l'autorité de l'école, c'est peut-être moins évident là d'être dans une résistance aussi. Peut-être plus aujourd'hui, mais en tout cas il y a 20 ans, 30 ans, le professeur était, on lui disait amen. Mais du coup oui, en effet c'est complexe parce qu'il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de pressions et beaucoup des pressions sociales et des pressions familiales qui sont aussi présentes. Wassila, pour ta part, tu développes une pratique de l'installation monumentale avec des matériaux qui sont issus aussi bien de l'espace domestique, donc avec des tapis, des paraboles, de l'univers plus féminin avec l'argile, le henné, mais aussi du chantier avec le parpaing. Et pourtant, tu as commencé ta pratique, il me semble, par la peinture. Donc comment se fait le glissement vers l'installation, vers ces matériaux et vers l'installation, et donc qui plus est monumentale, et puis surtout dans un rapport extrêmement physique, il y a un effort physique en fait, un investissement du corps qui est extrêmement important dans ton travail, et j'aurais voulu que tu nous parles aussi des réactions des équipes, en particulier de régie, dans les institutions, quand tu dois justement installer tes pièces, et quelles sont les réactions en fonction des matériaux justement utilisés, en fonction de s'il s'agit de la laine de mouton, s'il s'agit de tapis ou s'il s'agit de parpaing. Quelles sont les réactions en fonction de ces matériaux, mais aussi vis-à-vis de ton jeune âge. Voilà. Je vais peut-être commencer par la fin. Alors pour les réactions, alors ça dépend quoi. Il y a trois réactions différentes. Dans un premier temps, quand je travaille avec des matériaux liquides, comme le henné, l'argile, le béton, on a peur. On a peur et en fait c'est difficile d'expliquer qu'il faut pas avoir peur quand on est en train de monter. Et du coup, on a peur parfois que je détériore le lieu, mais je le comprends. Mais en tant qu'artiste, je mets tout en œuvre pour qu'une fois que je pars, et que la date est arrivée, il n'y ait plus de traces.
Il y a le fait aussi qu'on m'ait déjà pris pour un garçon en voyant mes œuvres. Et ça, après, je l'avais entendu parce que j'étais à l'autre bout de la pièce, derrière mon mur, et la pièce résonne, enfin l'espace d'exposition résonne, donc on entend tout. Et il y a une personne qui dit « Ah, mais quel est ce fou qui se cache derrière ce mur ?» En fait, c'est vrai que littéralement, j'étais derrière le mur. J'ai dû le cacher. Et ouais, je discutais de l'autre côté et j'ai dit c'est moi et en fait oui on m'a pris pour un homme et après j'ai senti avec différents montages alors j'ai commencé à exposer très vite 3 mois après mon diplôme j'ai commencé à avoir un métier d'artiste. Et c'est venu comme ça et je savais pas. J'aime bien, tu dis ça comme si t'en revenais toujours pas. mais ce qui m'a permis de commencer à ce moment-là, bah aujourd'hui d'avoir été invitée dans différents types de structures et de rencontrer différentes équipes. Et donc, alors il y a des équipes top. Je me sens, en fait, je dis top parce que je me suis sentie moi. et d'autres où je me posais des questions parce que alors on me présente tout le temps une équipe technique et parfois il y a une équipe technique, elle vient jamais. Ou elle vient, moi j'ai souvent des temps d'installation très longs. Puis sur une semaine, je l'ai vue 1 fois, 2 fois. Mais pour un petit truc, franchement, j'aurais pu le faire. Et en fait, je me rends compte, c'est quand c'est des matériaux avec de la laine, avec des tissus qu'il faut installer sur plein de mètres carrés, que c'est un geste répétitif, mais que j'ai besoin de mains. Et en fait, là, je vois que les équipes, elles sont pas trop là, mais en revanche, quand faut clouer des trucs, déplacer les parpaings, aller chercher ça, et m'aider sur un temps long aussi, là, il y a moins de questions et il y a une plus grande présence. Et ça, je l'avais pas vu parce que, en montage, je sais pas, je pense que ça doit être commun à beaucoup d'artistes. On est dans notre montage et du coup, on réalise pas où on met des œillères. Et en fait, moi, j'avais pas réalisé ça. C'était une curatrice en montage qui m'aidait. Et elle me dit, mais regarde, t'as vu, hein, ils viennent pas. Et on installait ma pièce des tapis sur beaucoup plus de mètres carrés. Et elle me dit, t'as vu, ils viennent pas, ils sont pas là. Mais c'est parce qu'ils veulent pas travailler avec la laine. Et en fait, moi, ça m'avait remémoré d'autres montages. Je me disais, ouais, c'est vrai. Et donc ça, c'était sur ces questions-là. Après, pour en revenir à comment se fait le glissement de la peinture du coup, à ces installations, à ces matériaux. Eh bien, la peinture, du coup, j'en reviens à ce prof d'art plastique. Les cours d'art plastique au collège, c'était avec des matériaux dans les listes de fournitures scolaires. Donc, il y avait la gouache. Et moi, à la maison... quand je commençais à dessiner sur des feuilles volantes ou sur les cahiers, les prospectus qu'on recevait à la maison. Et en fait, après, quand on est au collège, il y a la peinture à la maison. Donc, et elle était pas trop utilisée à l'école. Donc j'en avais beaucoup. Et j'ai commencé comme ça la peinture. Après, il y a eu ce prof d'art plastique qui un jour m'a prêté tout son set de peinture à l'huile. Et il m'a dit, tu la gardes toute l'année et vas-y. Et donc, moi, je connaissais pas peinture à l'huile. Il m'avait dit, il faut mélanger avec la térébenthine et tout. Je commençais à faire ça dehors. Et en fait, petit à petit, après, j'ai découvert l'acrylique. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus à l'aise avec l'acrylique. Et donc ça, j'ai fait ça je dirais de mes 13 ans jusqu'à mes 20 ans. Et en fait, après, il y a les cours en première année où il y a les cours de volume. Et en fait, moi, je me rendais compte aussi, j'avais des questions dans ma recherche artistique. Et je me disais, mais en fait, avec ce que je suis en train de chercher, de dire, la peinture n'est pas proche de ce que je fais. Et petit à petit, et c'est toi qui as mis les mots sur moi, dans un texte,
en disant que j'avais besoin de me mettre dans la peau de la profession de mes parents pour travailler. Et c'est vrai que je suis dans les deux professions de mes parents quand je fais une œuvre. Je suis dans le métier de mon père qui était ouvrier en travaux publics pendant 40 ans, et ma mère, avant qu'elle quitte l'Algérie, dans les années 70, elle était tisseuse de tapis. Et moi, ces deux professions, elles faisaient partie de notre intimité à la famille, ça rythmait aussi notre éducation. Et ma mère parlait plus de manière nostalgique de son métier. Et moi, en tant que femme, ça m'a constituée parce que ma mère aussi, ma mère et mon père, leur profession m'ont constituée parce que je dis toujours que ma mère aussi, c'était un homme. Et elle m'a éduquée aussi en étant quelqu'un avec une âme d'homme dans un corps de femme. Et cette éducation-là, je voulais aussi qu'elle soit présente dans mes matériaux. Et en fait, petit à petit, c'est comme ça que j'ai voulu entrer dans la matière. Je suis très vite aussi allée dans l'installation monumentale parce que, alors, j'étais jeune et je disais, ouais, de toute façon, mon père, on l'a jamais écouté, on l'a jamais vu, on l'a jamais regardé. La génération de mon père, on n'en tient même pas compte et on les met de côté. Et je me suis dit, je pense que imposer est un grand mot, mais la première œuvre que j'ai faite, qui a été exposée en institution, c'était ça ma volonté, c'était d'imposer quelque chose qui est dit de dehors, d'extérieur à l'intérieur. Et du coup, aujourd'hui, je vais vers une pratique aussi qui traite des questions d'adaptabilité dans mes installations et comment le visiteur s'adapte à mes pièces et les questions qui se posent sont très similaires à des questions qu'ont pu se poser mes parents ou moi-même en tant que franco-algérienne dans une société française et une société algérienne. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux aller là? Est-ce que je peux marcher là? Est-ce que je peux dire ça? Oui, est-ce que je peux toucher? Et du coup, sur ce rapport justement aux histoires personnelles, en fait, vos œuvres ont en commun de puiser dans une histoire personnelle, dans une histoire familiale, dans une intimité. Et je me demandais, est-ce que ça a été du coup évident d'explorer ces problématiques personnelles et de les exposer? Et quels ont été les artistes, les œuvres, les lectures qui vous ont nourri, qui ont enrichi, qui ont nourri vos pratiques, qui vous ont un peu servi de modèle et de référence? Là, j'ai pas d'ordre, donc c'est comme vous voulez. Vas-y. Je pense qu'on est un tout, donc ce qui nous inspire, ça va être notre vie, là où on est, ce qu'on est, notre famille, etc. Donc on peut pas différencier vraiment. Il y a une cohérence du tout, quoi. L'intime, moi je le placerai dans le corps. Donc c'est vrai que ma peinture, elle parle beaucoup du corps, elle parle du visage, elle parle la performance aussi, c'est le corps qui est au centre de la performance. Et l'autoportrait, je pense que l'autoportrait c'est un peu un bon objet pour comprendre mon travail. Et je dirais que après tout ce qu'on fait finalement, c'est une sorte de miroir à soi, quoi. Donc la manière dont on voit le monde, chacun a une vision différente du monde, hein, en fait. Ou même les choses qu'on voit, on les voit toujours un peu comme une sorte de miroir, où ce que les gens vont nous renvoyer, c'est une part de nous. Quand on parle à quelqu'un, il va nous renvoyer une part de nous. Donc, quel que soit l'objet de l'œuvre d'art, finalement, c'est une sorte d'autoportrait et de connaissance de soi, mais quand on va dans la connaissance de soi, en fait, c'est la connaissance du monde, parce qu'on peut élargir le soi au monde. C'est un peu c'est Merleau-Ponty qui parlait de la chair du monde, je crois, non, c'est ça?
Donc il y a le corps du monde et notre corps, eh ben, on peut le voir dans une extension. Hein, je trouve l'œuvre d'art aussi, c'est quelque chose qui permet de mettre à distance et donc de développer une réflexion. Alors donc le but c'est pas de s'exhiber, de montrer ses tripes là et de dire oh regardez. Non, je trouve que ce qui est intéressant c'est justement cette distance qu'on va créer qui permet à nous de réfléchir, mais qui permet aussi à l'autre de rentrer dans ce qu'on est en train de raconter. Parce que il y a aussi un cadre. Il faut créer un cadre pour inviter l'autre à rentrer. C'est pas. Il y a une sorte de communication qui doit se fabriquer, quoi. Hein. Et que ce soit justement l'installation, c'est vraiment très encadrant. C'est très. Quand tu parles de comment l'autre va s'adapter, donc ça va c'est encore une échelle supplémentaire. Et la peinture, les choses en 2D, il faut un cadre pour qu'on puisse y accéder. Donc ça, c'est une question d'accès à l'œuvre d'art et pas l'intimité de l'autre, parce que je trouve que l'intimité, la définition de l'intimité, justement, c'est que ça reste intime, quoi. Donc on va pas donner son intimité, on va pas mais on va plutôt rentrer dans un échange avec l'autre, et pour avoir cet échange, il faut créer ce cadre, il faut créer des œuvres d'art et tout. Et donc il y a une complexification, parce qu'on va pas parler voilà, moi je suis algérienne, j'ai une histoire, les femmes, la condition. Non, c'est pas aussi simple. C'est pas parce que je suis algérienne que je parle des femmes. C'est pas parce que y a l'histoire de l'immigration, l'histoire de la France, tout ça. Ça englobe toujours beaucoup plus de choses que ça. Je trouve il y a beaucoup de gens qui tendent à simplifier les choses, alors que tout est toujours très complexe. Et voilà. Après, moi, quand dans mon travail il y a quelque chose de trop intime qui sort, en général ça me gêne et je veux pas le montrer. Je m'en souviens. Ouais. Private joke. Ouais. En fait, c'est une discussion aussi, je peux répondre. Enfin, parce que non, c'est pas du tout Mbarka. Tu peux pas. Mais non, en fait, je te contente de répondre aux questions. Parce que, en fait, ça me parle énormément, parce que moi, je fais que ça, que de travailler sur mon intimité, d'où une œuvre où je suis toute nue, même qui s'appelle Now I Am White, et que j'ai mis 8 ans à mettre en place, parce qu'effectivement, à l'atelier, n'était convoqué que l'émotion, le pathos, la colère, et il a fallu 8 ans pour que je travaille. Alors la pièce, elle est ce qu'elle est, et puis même si des fois elle me pose encore des questions à cette place-là. Oh là là, t'as encore fait un truc, les gens. Non, mais parce que, en fait, je crois aussi, tu as raison, il faut énormément de distance. Quand on parle, moi, les questions d'aujourd'hui qui me travaillent aujourd'hui, c'est l'histoire de l'autobiographie, c'est l'histoire de l'intime, c'est l'histoire de la famille que je mets, qui sont mes matières premières dans mon travail. Là, je suis en résidence au 104 pendant un mois et j'arrive au 104 avec une matière qui est l'enregistrement de mes 7 frères et sœurs que j'ai mis en place là, depuis 3-4 mois, où j'ai été chez chacun. On a été avec, on a un duo du coup parce qu'on est je suis avec Gandalf qui est là, avec qui on est parti, on les a enregistrés, on a été chez eux. C'était très important qu'on aille chez eux. Et on les a enregistrés et on a posé cette question que James Baldwin a aussi posée. Qu'est-ce que c'est être un noir américain? Donc dans les années, il avait fait un reportage sur dans les années 80. Enfin, et qu'est-ce que c'est d'être un noir américain? Moi, j'aurais posé la question en disant qu'est-ce que c'est être un arabe aujourd'hui en France, au vu de la campagne présidentielle où mon histoire est encore sur scène, quoi. Moi, je demande rien. Enfin, c'est pour ça. J'aimerais bien qu'on me foute la paix, quoi. Voilà. Donc, du coup, comme on parle de moi et que, à l'instar de Michael Jackson, on est super connus, pas pour les mêmes raisons, mais voilà. Donc, du coup, je me suis dit, on va en faire une histoire encore avec ça, quoi. Mais comment on fait? On arrive avec ça. C'était très fort parce que ils sont dans l'intime. On est dans l'intime. Cette question va être forte. Ils vont répondre des choses très intimes. Et donc, j'arrive avec ça au 104 et il va falloir faire une fiction de ça. Et ça, et donc, du coup, tu mets à distance
les émotions, pour laisser le visiteur, une fois que c'est terminé, une fois qu'il y a l'objet artistique, laisser le visiteur tranquille avec ça. Et il peut même regarder l'œuvre en se disant ça parle pas du tout des immigrés, enfin de l'histoire, il va ailleurs, quoi. Le laisser avec son histoire à lui, dans un parcours de visite où il va, ça dépend comment l'objet en plus est accroché, mais c'est des histoires qui sont, enfin, ces histoires de l'autobiographie, c'est pas évident. Je pense que c'est comme les histoires d'autofiction en littérature. Quand ça parle, c'est vrai qu'une œuvre, elle parle tout le temps de nous. Enfin, il me semble. Mais quand tu travailles qu'avec ça, c'est des questions qui sont passionnantes. Et à l'atelier, c'est questionnant, c'est interrogeant, parce que ça demande du coup du temps, énormément de temps, quoi, pour déblayer, pour soustraire, en fait, voilà, faut soustraire, pour arriver à quelque chose finalement peut-être de dépouillé, je sais pas si c'est le mot, ou de minimaliste. Now I am white, quand je suis à poil et que je me peins des pieds jusqu'à la tête toute blanche, qu'elle soit réussie ou pas l'œuvre, c'est pas le sujet, on s'en fiche. C'est que quand je mets 8 ans, c'est que quand j'arrive, je le fais pour la première fois et que je regarde les brouillons, il y a plein de colère, il y a plein de... Je suis en colère contre encore peut-être une agression verbale, on m'a dit ça à l'arabe, enfin, c'est fatigant. Donc... Et en fait, il faut travailler. Voilà. Et donc, en ce moment, je suis à fond avec Annie Ernaux, une écrivain français que j'ai découvert, qui a 85 ans. Je sais pas, elle est passée à la trappe, comme ça. Et là, je suis en train de lire l'Atelier Noir, où elle écrit. L'Atelier Noir, c'est cet atelier à l'intérieur où elle écrit comment elle écrit ses livres, quoi. Donc, elle tient un journal intime. Elle écrit. Il y a ces carnets de bord. C'est des carnets de bord. Et c'est passionnant. Et ça m'aide. Mais alors, voilà. Et si vous voulez venir au 104, vous êtes les bienvenus. Enfin, faut juste me prévenir, quoi. On en reparle. Mais du coup, avant que Wassila reprenne la parole, mais du coup, on sent, donc par rapport à l'œuvre sonore qui est du coup en bas où tu interroges ton père. Alors, et là, du coup, je finis ma... S'il te plaît. Et du coup, là, le travail dont tu parles, où tu interroges tes frères et sœurs, il y a cette idée justement de réhabiliter une histoire, de réhabiliter une expérience qui a été silenciée, qui a été invisibilisée, marginalisée. Et je voulais juste du coup citer en fait Abdelmalek Sayad, qui dans son ouvrage L'immigration et les paradoxes de l'altérité, les enfants illégitimes, publié en 2006, Abdelmalek Sayad, grand sociologue, premier sociologue à avoir travaillé sur l'émigration et l'immigration algérienne, où il a interviewé en fait des immigrés, les enfants, etc. Et donc il dit, c'est comme si par un total retournement, il appartient aux enfants de faire exister les parents, de les faire naître à la vie politique, de les réhabiliter dans leur identité totale, sociale et politique. Et du coup, dans vos démarches, il y a aussi cette idée de réhabiliter une histoire, donc soit une histoire avec un grand H, Dalila avec les princesses, une histoire familiale, les parents, les frères et sœurs. Donc voilà, c'était dans ce rapport aussi à l'intimité, il y a aussi cette question-là de se réapproprier une histoire qui a été malmenée, maltraitée, et du coup inverser le rapport de pouvoir et justement le regard et les questions de représentation dont tu parlais, Dalila. Je trouve qu'il y a le mensonge. En fait, on se rend compte qu'on est dans une société où le mensonge est omniprésent dans la sphère publique, en tant que voix, tu vois, et donc on apprend à nos enfants, l'école, que ce soit les valeurs des religions ou l'éducation, etc. On apprend à être intègre, à pas mentir, à pas voler, etc. Mais on est confronté, on devient schizophrène parce qu'on est confronté à des figures d'autorité qui, elles, mentent. Et non seulement alors dans la sphère politique, mais aussi dans l'histoire. On se rend compte aujourd'hui
que l'histoire a donc soit sciemment effacé des choses, ne les a pas dites, soit a carrément trompe en racontant une autre histoire. Donc il y a cette volonté, alors je trouve que c'est très juste, il y a la volonté de faire parler nos parents, nos ancêtres, tous les gens qui étaient là avant nous en fait, hein, parce qu'ils sont là, ils sont derrière nous en fait. Mais il y a aussi cette volonté de mettre en lumière de la vérité. Et c'est vrai que l'inversement, je trouve, il est dans... on parlait d'imposture. Il y a un phénomène qu'on dit où on se sent un imposteur, on est là, mais on a l'impression que c'est pas notre place, on est gêné et tout. Il y a plein de gens qui disent ça, de légitimité. En fait, l'inversement, il est dans l'imposteur. Qui est l'imposteur en vérité? On se rend compte aujourd'hui que l'imposteur est en train de... ça devient évident. À un moment donné, on ne peut pas cacher jusqu'à l'évidence un fait, quoi. Donc c'est vrai que moi, l'histoire, je l'ai découvert très tard, et c'est toujours un choc de découvrir qu'on nous a menti. Donc il y a cette volonté de savoir la vérité, mais il y a aussi une volonté de créer l'histoire. C'est-à-dire, je pense qu'en créant l'histoire aujourd'hui, on agit dans le passé aussi. Donc c'est pas la pensée magique, hein, comme dirait l'autre, ou l'argent magique plutôt, mais c'est-à-dire le pouvoir aussi de la perception, c'est de pouvoir créer. Donc on est en train de redécouvrir plein de femmes artistes. On a l'impression qu'elles sortent de nulle part, mais d'où elles viennent, tu vois, où elles étaient. Et en fait, aujourd'hui qu'on les découvre, dans l'histoire, dans le passé, elles deviennent existantes, quoi. Donc c'est marrant cette matière de l'histoire parce qu'elle est souple, elle est malléable, l'histoire. Elle n'est pas figée en fait. Donc, Réécrire. Pardon. Je te rejoins sur la sensation de choc, puisque moi j'ai compris très tard qu'il y avait une distance entre ce que la professeure elle disait à l'école et ce que mon père racontait à la maison. Ça a mis... en fait, ça a été une grosse distance parce que pendant un moment, je croyais pas mon père. Et parce que c'était pas écrit dans le livre. Et quand moi, je revenais avec des phrases de mon père en cours, la professeure, elle mettait un silence dessus. Elle disait non, c'est pas ça. Ou on n'écoutait pas. Et donc du coup, ça a été un double choc de découvrir ça après. Aujourd'hui, c'est mon travail aussi. C'est pour ça aussi que je vais souvent vivre à l'étranger, parce que je me rapproche de groupes scolaires. Je m'intéresse à l'éducation nationale, de savoir comment le programme d'histoire il est raconté, et je le compare avec celui que je connais. Donc aujourd'hui, là, en ce moment, je suis en Allemagne. Et je m'intéresse beaucoup au chapitre de la DDR, de voir comment les récits sont racontés, comment les familles sont séparées, et comment les témoignages que je pars rencontrer, comment sont-ils écrits dans les livres pour les élèves. Et je les compare avec ceux que je connais, qu'on a eus à l'école. Mbarka, du coup, tu voulais reparler de cette pièce et après on passera bien sûr la parole au public. En fait, ah oui, la pièce d'en bas. Ah oui, d'accord. Alors, du coup, t'as perdu le fil? Non, non, c'était l'histoire de réécrire l'histoire avec rapidement. En fait, c'est aussi réécrire l'histoire, cette force-là aussi, réécrire l'histoire tout en rationalisant la pensée. C'est très important de rationaliser la pensée. Il se trouve que moi, on dit maintenant, on est des artistes chercheurs. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce terme-là, ou des travailleurs de l'art. J'aime bien, moi, ce terme-là. J'ai plein de copines qui sont des travailleuses du sexe, donc du coup, moi, je dis travailleurs de l'art. Ouais. T'as pas des copines Pardon. Ouais, j'ai des copines à Lyon. Et du coup, on est dans un monde de transition aussi, où on se pose plein de questions du quel est notre genre. Tu parlais tout à l'heure de ta mère qui t'a mis de l'homme en toi. Enfin, tu vois, l'histoire de est-ce qu'on est une femme, est-ce qu'on est un homme, est-ce que c'est des questions. Mais moi, je suis trop contente d'être encore en vie, d'entendre ça, quoi. Oh, mais ça me rend fort,
ces lycéens là qui s'embrassent et tout. Moi, j'aurais trop aimé vivre au lycée. Alors ma copine lesbienne, elle embrasse sa copine. Enfin, c'est sorti du truc émotionnel. C'est vachement beau, mais beau de manière philosophique. Il y a quelque chose de très beau, non? Et du coup, de rationaliser la pensée, je dis c'est ça parce que dans mes recherches, je fais beaucoup de recherches avec les sciences humaines, avec l'INED, qui est l'Institut national de démographie en France, et il y a Patrick Simon, François Héran, qui a une chaire au Collège de France. Si vous pouvez aller au Collège de France, c'est gratuit, et il a une chaire sur l'immigration. Et lui, pareil, on l'entend pas parler. Il y a des forces obscures qui écrasent sa pensée. Et ils ont une super Patrick Simon et toute l'équipe. Ils ont une étude qu'ils ont fait il y a quelques années de ça, donc en 2 parties, trajectoire et origine 1, trajectoire et origine 2. Si vous connaissez pas les filles, c'est à lire. Et c'est sur l'histoire de l'immigration, toutes les immigrations, dont l'immigration d'Afrique du Nord après la Deuxième Guerre mondiale. Et bien sûr, première génération, deuxième génération dans laquelle on est là, et toutes ces questions de racisme, discrimination, voilà. Donc c'est aussi rationaliser la pensée, c'est-à-dire lui donner à cette pensée, c'est notre métier, une forme artistique, quelque chose, et aussi s'aider, enfin que ce soit porté aussi de manière rationnelle. Voilà. Alors elle s'appelle, c'est mon papa que j'ai enregistré quelques temps avant qu'il meure. Quand on a le cancer, en fait, il y a un truc, c'est que on est en train de mourir et puis tout d'un coup, on a la patate. Et donc on était avec l'enregistreur et c'est le moment où il s'est réveillé, il était hyper clair et tout, et je lui ai dit pour la première et dernière fois, comment tu es venu en France? Je lui avais jamais posé la question. Et il m'a raconté, dans cet enregistrement, on l'entend, comment il prend le bateau. Il raconte comme un enfant, quoi. Il dit, oh là là, moi je prends le bateau, et puis je croyais que j'ai pris un petit peu à manger. J'ai été chez le Hanout, j'ai acheté un petit peu à manger, j'ai pris le bateau, je croyais que dans 2 heures on allait arriver. Puis en fait, ça a duré 2-3 jours, il avait plus rien à manger, mais on l'a aidé dans le bateau. Voilà, des histoires de distance aussi qui sont très... Il y a une question peut-être de la naïveté, mais bon, enfin une belle naïveté, enfin une naïveté qui est celle de Deleuze, là, qui parle là des... Voilà. Et donc on l'entend, et c'est une pièce qui est arrivée en dernier. Bérénice, je n'en avais pas parlé, donc je lui en parle. J'aime bien faire des surprises au commissaire. Ah, ça va mettre... Voilà. Et donc elle me dit c'est quoi et tout, je lui envoie, elle l'écoute, elle me dit mais on l'entend pas bien. Je dis mais non, mais c'est très bien, c'est une œuvre inachevée, parce que j'aime bien moi dans mes expos mettre une œuvre qui va exister après, plus tard, quoi, qui va exister dans un autre lieu de manière beaucoup plus claire, dans un autre accrochage et une autre histoire. Voilà. Alors il y a peut-être plein de gens qui ont dit qu'on n'entend pas, mais bon, mais c'est très bien, il y a la présence de on n'entend pas. C'est aussi justement une mise en abîme d'une histoire qui n'est pas connue et qui n'est pas entendue. Donc voilà, si on ne l'entend pas, c'est aussi la réalité de ces histoires. Du coup, s'il y a des questions dans l'assistance, n'hésitez pas. Oui, non, moi j'avais un petit truc à ajouter dans la partie des références qui vous ont permis. Moi, il y a une référence qui m'a permis de comprendre qui j'étais, enfin qui m'a rassurée, permis de comprendre qui j'étais. C'était Renée Green. Et Renée Green, en fait, je la lis beaucoup. C'est une artiste afro-américaine que je regarde et que je lis beaucoup. Et en fait, il y avait une de ses phrases qui disait « Je suis artiste, ethnologue ». Et le 3e terme, je l'ai oublié. Et en fait, le fait qu'elle se qualifie avec 3 casquettes, moi, ça m'a permis aussi de comprendre ma vision et ma sensation d'être artiste. J'étais pas juste avec un truc qui s'appelait artiste, mais que oui, on jongle à travers d'autres choses. Et donc je me suis dit, ah oui, ouais, si là, en fait, t'es artiste, t'es ouvrière, t'es ethnologue, t'es historienne, avec mes propres qualifications, mais c'est ce qui me nourrit. Et la recherche est importante. La recherche est importante.
Et oui, moi, c'était une des voix qui m'a permis de poser des mots sur qui j'étais ou de me comprendre un peu plus. Du coup, est-ce qu'il y a des questions ? Ok, la question en fait, c'est en termes de communication ou de visibilité, est-ce que vous pensez qu'il faut justement adapter une communication particulière quand on est femme artiste? Et si c'est le cas, quoi consiste cette particularité? Quand je parle de com, je parle de tous les supports de com, qui soient comme ça en l'affiche ou tous les supports digitaux. Ou... Je sais pas si ma question de qualifier de qualifier le fait qu'on soit femme artiste, c'est dans la communication. Ouais, quand il y a une exposition par exemple et que vous voulez communiquer sur cette exposition avant pour faire venir les gens, est-ce qu'il y a une communication particulière justement quand on est femme artiste? Ou pour vous, c'est Après, la communication, pour le coup, elle est plus dans les mains des institutions. Mais du coup, je me permets de glisser une question dans votre question, parce que j'en avais une dernière, mais on m'avait fait comprendre que j'avais plus le temps, mais elle est pertinente par rapport à ce que vous dites. C'est juste qu'il y a Paul B. Preciado, en fait, c'est par rapport à la réception, justement, et au discours sur les artistes, femmes et issues de l'immigration, et ou issues de l'immigration. Et Paul B. Preciado, en fait, écrit le discours hégémonique de l'histoire de l'art a été élaboré au moyen de 3 opérations épistémologiques qui s'articulent pour fonder la norme. Invisibiliser, découvrir, réduire à une identité. Et du coup, dans votre cas, la question c'est comment cette phrase résonne en vous et justement quel est votre regard sur la façon dont votre travail est présenté et comment votre identité également est plus ou moins mise en avant. Le fait que vous soyez justement artiste femme, algérienne, tunisienne, comment vous observez en fait ce rapport au discours institutionnel, de la presse aussi, de la critique d'art, et est-ce que vous voyez une évolution aussi dans le temps? Moi, je sais pas. Par exemple, comment tu te présentes, toi? Par exemple, déjà, toi, personnellement, comment tu te présentes? Comment je me présente? Je dis que je suis peintre et performeuse. Du coup, tu précises pas que tu es justement artiste femme. Non, après, là, ce qui se passe, c'est que on m'a identifié. Voilà, les gens, ils comprennent que mon travail, ils parlent que c'est de la peinture, mais il y a pas un discours derrière, parce que c'est pas un travail conceptuel, mais il y a quand même une réflexion intellectuelle. Donc, on me sollicite, par exemple, pour intervenir à Sciences Po Aix, par rapport à ces questions-là. Donc, petit à petit, il y a ces questions qui se concentrent de plus en plus. Moi, par exemple, j'aimerais bien aujourd'hui qu'on me sollicite pour parler de peinture, de forme de ce que je fais, la forme que ça a, et pas forcément ce que ça raconte. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'a pas été encore fait. Et que là, j'ai envie que ce soit ça qui vienne maintenant. Moi, par rapport à ça, on en avait parlé au Zoom, l'histoire de quand on écrit embarqué à mort, africaine ou tunisienne ou franco-tunisienne, qu'on se disait, mais en fait, ce serait bien de pas l'écrire finalement, que d'être, peut-être que l'œuvre, elle parle d'elle-même ou elle en parle pas, mais pas besoin de savoir. On est en France, je suis française, voilà. Moi, au niveau de la monstrature de l'œuvre, elle serait, par exemple, pour Now I Am White, je l'imagine bien, quand je l'ai créée, cette œuvre, j'ai pas vu dans un parcours de visite. Elle a été exposée l'année dernière à Fondation H, chez Margot. C'était dans un parcours de visite, mais je la vois bien partir dans une université comme objet d'étude, où je suis invitée, et là, j'ai peut-être une casquette d'activiste, où on me mettra militante, engagée, je sais pas, on me pose ces questions-là, je les trouve, moi, obsolètes. Parce que vraiment j'aime pas les manifs, j'ai peur, j'en ai fait une, je me suis fait parcourir par des skinheads, je sais pas quoi, donc c'est même pas, ado, j'ai fait ça, mais je crois pas que je sois activiste mais je pense que peut-être que cet objet ou un autre peut être montré et lors d'une discussion avec des étudiants parce que ça soulève des sujets, voilà.
Et que je crois que dans ce monde en transition, comme je répète tout à l'heure, je pense que peut-être qu'une œuvre, elle peut servir aussi à ça. Elle peut être montrée de cette manière-là, quoi. Mais excusez-moi, je vais rajouter quelque chose. Je trouve qu'il y a ce que tu crées, ce que tu as envie de faire, comment tu te vois, où tu veux aller et tout, donc tu te projettes dans quelque chose. Il y a aussi ce que les autres t'apportent, ce que ils te montrent. Il y a quand même tout le public, tous les intellectuels, tous les gens, tous les penseurs qui écrivent et tout ça. Et tu te rends compte qu'il y a toute une conversation qui se fait, il y a des attentes. Et à un moment donné, ton travail, il est aussi influencé par ça quand même. Tu vois, quand j'ai fait Les Princesses, c'est une série un peu qui a marqué un tournant dans mon travail. Moi, ça m'a un peu choqué ces princesses. Je trouvais qu'elles étaient trop évidentes. Ça me faisait penser à une affiche publicitaire et tout ça. Et c'était trop, voilà, la femme avec des tatouages. Donc bon, j'étais là, ok. Bon, je trouvais aussi que c'était très beau et tout. Juste pour contextualiser, du coup, la série des princesses, c'est une série de peintures où tu te réappropries où tu réinterprètes à travers la peinture des photos réalisées par Marc Garanger pendant la guerre d'Algérie, où des femmes ont été dévoilées de force pour être prises en photo voilà, et pièces photos d'identité. Donc par ton travail de peinture, il y avait cette idée de sublimer et de redonner une puissance à ces femmes. Ouais, voilà, il y a une volonté de transformer l'histoire et de voir ces femmes autrement que des victimes. Voilà, les photos montraient les femmes comme des victimes. C'était un témoignage de guerre. Et moi, je voulais pas les voir comme ça. Donc, je les ai vues en princesse. Et en fait, cette série, les gens venaient me voir en me disant, merci, ça nous a. Je me suis rendu compte que ça avait bouleversé plein de gens, que ça avait un impact sur la vision. Donc, il y a des femmes algériennes qui sont venues, par exemple, en me disant que c'est comme si elles attendaient ça. Donc là, je me suis dit, voilà, ce que tu fais, ça te concerne pas que toi. Hein. Il y a aussi il faut prendre en compte aussi ce qui se passe autour de ce travail et peut-être. Donc c'est pour ça que tu disais au départ, dans le féminisme, il y a en même temps, on exclut quelque chose, on exclut les hommes, on exclut et en même temps on revendique l'égalité, on va dire. Enfin moi je trouve, pour moi le féminisme c'est pas ça, hein. C'est pas revendiquer l'égalité. On revendique l'égalité et en même temps on crée des exclusions. Et là, pareil, d'être artiste, femme, algérienne, tout ça. Donc, on parle de l'histoire, on revendique des choses où peut-être il y a des exclusions où on n'a pas envie d'être vu que sous notre identité. Mais en même temps, tu te rends compte que de faire ce travail, il y a quelque chose qui se passe et que quelque part, c'est pas comme si tu étais missionné, hein, mais tu peux dire, tu as aussi une responsabilité en tant qu'artiste. Et l'artiste a une responsabilité très très grande. Et on doit assumer cette responsabilité aussi. Ouais, c'est là. Moi, je rejoins cet échange en fait. Parce que je dis souvent quand j'essaie d'expliquer ce que je fais que je prends un entonnoir mais à l'envers. Et en fait, je pars d'une intimité pour l'étendre. Et en fait, quand parfois on expose dans des endroits où et c'était surtout mes premières fois où je me disais il n'y a pas de gens de ma communauté et je connaissais pas et je me disais mais qu'est-ce qu'ils vont dire, oh là là. Et en fait j'ai découvert, et on a tous découvert, donc c'est ça aussi, c'est ce moment où on découvre tous qu'en fait ça part d'une histoire mais qu'elle fait des ponts, des liens, des parallèles avec d'autres histoires que je ne connaissais pas, que ne connaissais pas. Et il y a cette réalité où, ah ouais, ça concerne, ça dit, ça raconte et ça a envie d'aller chercher. Il y a ça aussi. C'est que quand on échange, c'est j'aimerais connaître ça auprès de mon ancêtre. J'ai essayé et il y a beaucoup de silence. Il y a la question du silence. Échanger autour du silence. Et moi, après, pour les questions de communication, je sais que il y a des choses où moi je suis présentée en tant qu'artiste franco-algérienne souvent et c'est important encore pour moi
de l'avoir, parce que moi, il y a toute cette question sur le trait d'union, l'entre-deux-mers. Et en fait, moi, entre le franco et algérien, il y a ce trait d'union. Et moi, j'ai envie qu'on le voit, ce trait d'union. Pour cette question de place, en fait. Je me suis souvent sentie dans l'entre-deux, dans le trait d'union et la non-reconnaissance de l'un ou l'autre, en fonction de mon physique, où il était. Mais en revanche, pour la question de voici la race née, femme franco-algérienne, je demande à ce qu'on ne mette pas le femme aujourd'hui. Mais dans l'écrit, dans l'oral, ça ne me dérange pas, mais dans l'écrit, je me pose des questions. Peut-être que je suis encore... peut-être que c'est une naïveté, mais j'ai pas envie, parce que c'est très rare, ou c'est jamais qu'on dit un homme franco-algérien, artiste homme franco-algérien. Du coup, quand on me rajoute le femme, je me sens pas à ma place. Et j'ai pas besoin encore. J'ai pas envie. Donc c'est dans la question de com, moi, ouais, en tant qu'artiste. Une autre question. Moi, j'avais une question, c'était par rapport à votre formation et par rapport aux écoles d'art. Je voulais savoir si vous aviez comment dire, si vous attendiez à avoir votre parcours, si vous aviez des attentes particulières, voilà, si vous aviez des attentes particulières par rapport aux écoles d'art, ou si vous saviez dans quoi vous alliez mettre les pieds avant d'entrer en école. Moi, je m'attendais à rien, mais je savais qu'on attendait de moi. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fait mon éducation à l'école pour prouver. Enfin, je sais pas si c'est pour prouver, mais vu qu'il y avait trop d'attentes dans ma vie privée, de mes proches, fallait que j'ai un truc à la fin. Donc, et le truc, c'était le diplôme. C'était le double diplôme. Et du coup, c'était ça mon attente. Et après, en étant dans l'enceinte, dans la sphère de l'école, je me suis rendu compte que j'avais pas d'attente particulière qui concernait l'école. Ouais. Après, c'est vrai qu'en tant que quand on est étudiant aux Beaux-Arts, il y a l'après Beaux-Arts. Concrètement, on doit gagner notre vie, etc. Donc, normalement, une école ou une université qui t'apporte un diplôme, après, tu peux postuler pour des postes, etc. Où tu fais complètement autre chose dans ta vie. Mais quand tu vas à l'école des Beaux-Arts pour être artiste, il y a aussi cette chose concrète de comment tu fais pour être artiste, pour gagner ta vie, etc., etc. C'est là où, à mon époque, l'école était complètement défaillante par rapport à ça, parce qu'il n'y avait aucune formation du métier d'artiste. Et le métier d'artiste, c'est pas que faire son travail dans l'atelier, c'est aussi rentrer dans un réseau, c'est aussi comprendre les structures, comment fonctionne le monde de l'art. Donc c'est quand même beaucoup plus que juste la création. Donc ça, je dirais que c'est une mission importante. Ça devrait être l'attente fondamentale des étudiants qui rentrent dans les Beaux-Arts. Ça pêche toujours, encore aujourd'hui, dans les écoles. Mais c'est marrant parce professionnalisation, en fait, des artistes. On s'attend à ce qu'ils se lancent dans le bain et qu'ils sachent tout de suite nager. Mais aujourd'hui, moi, pour ma période, on a eu 2 heures sur la question des statuts et de l'URSSAF. Et en fait, c'est un truc moi, à mon époque, on l'enseignait en 4e année. Alors, on n'est pas encore prêt, on a la tête ailleurs. On a la tête dans ce diplôme, dans la recherche de mémoire. Et en fait, après, on a le diplôme, et après, il faut faire tout ça. Mais avec 2 heures, avec un monsieur, on n'a rien compris, en fait. C'est pas encore mature, je trouve, dans les écoles d'art, et c'est commun à beaucoup de récits d'étudiants qui ont besoin de ça, justement. Mais c'est marrant parce que, les histoires d'école. Alors après, peut-être que toi, vous vouliez parler peut-être d'histoire de l'exclusion de par nos histoires d'immigrés et des institutions, c'est-à-dire que ce soit l'école des Beaux-Arts ou d'autres écoles, d'autres institutions où un immigré, un
une personne issue de l'immigration voudrait y rentrer, c'est aussi difficile aussi. Enfin voilà, je crois que oui, enfin il y a une question comme ça. Personnellement, vu que c'était exclu, du coup, moi, il y avait une sorte d'un imaginaire comme ça, peut-être un imaginaire, ce que j'appelle l'imaginaire saboteur, c'est-à-dire que du moment où le conseiller m'a dit d'orientation m'a dit c'est mort, enfin tes parents sont pauvres, ça va coûter de l'argent. Ben voilà, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'histoire de l'imposture, c'est pas légitime. Moi, je l'ai eu ça. Enfin, je suis pas légitime. En plus, je vois bien que c'est un monde de blancs. C'est qu'un monde de blancs, donc alors, dans mon parcours, il se trouve qu'aussi, moi, il y a aussi l'histoire de l'autodidacte. C'est pour ça que l'année dernière, c'était très important de passer mon master. C'est que, dans le milieu de l'art contemporain, être autodidacte, c'est mal vu. Il y a quelque chose de très mal vu, quoi. Enfin, souvent, que ce soit dans les écoles ou dans la manière de penser, on formate. Il y a un formatage comme ça. Et l'histoire de l'imposture, c'est aussi te dire que quand tu vois que en art plastique, que ce soit dans les écoles, dans les expositions ou dans les foires, il y a beaucoup une sorte de suprématie blanche comme ça, importante, et tu te dis moi, il faut que j'aille prendre le balai, que je sois femme de ménage. Enfin, tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. Et dans le parcours d'autodidacte, personnellement, moi, j'ai fait la rencontre d'une personne très importante dans ma vie qui tenait un centre d'art et avec qui j'ai fait une école. Je suis restée 4 ans avec cette personne. J'ai eu l'impression de sortir d'une école. C'était voilà. Et après, il y a eu le master 3 ans plus tard, mais il y a aussi, dans nos vies d'artistes, c'est ce que tu disais aussi, un artiste, c'est pas quand tu sors d'une école. C'est toute une vie, quoi. C'est une vie. C'est une vie de travail, de labeur, mais comme un ouvrier, comme vous avez un métier, comme... je crois que c'est ça, c'est de... Ouais. Enfin, moi, non, mais... D'autres questions ? Merci beaucoup. Merci.